Sur les rives des étangs de la Ballastière, près de Strasbourg. Un matin d'automne glacé. Ces plongeurs se préparent à sonder les bassins à la recherche du corps de Sophie Le Tan. Une étudiante de 20 ans qui a disparu le 7 septembre 2018 à Strasbourg. Les plongeurs ne sont ni gendarmes, ni policiers. Ce sont des bénévoles qui, comme une trentaine de personnes, se mobilisent chaque week-end depuis 3 mois. Est-ce que ça vaut le coup qu'un aille avec eux ou pas? Je sais pas. Non. En ligne, s'il vous plaît. Une belle ligne. Ce jour-là, Laurent Tran, le cousin de la jeune femme disparue, dirige les opérations. La disparition de Sophie a provoqué un immense élan de solidarité. À l'origine de cette mobilisation, c'est bon là. Khadija. On y va. Top. Au kilomètre. Ils ont trouvé un sac. Un sac noir. Alors Nas, Là, c'est pas le bon? il y a un sac à main là, rose. Ah, il y a la deuxième là. C'est trop petit. 43. C'est un mec qui a vidé son bordel quoi. Non mais ça c'est un sac qui a été volé et balancé. Cette auto-entrepreneuse, mère de 2 enfants, n'a pourtant aucun lien de parenté avec la famille de Sophie. Au début, on s'est un petit peu précipité, on faisait des battues tous les jours. Puis on fait que s'épuiser comme ça, c'est pas productif. Non, Avec Duong, à sa gauche, un ami de la famille de Sophie, Khadija décide des zones à explorer. Vous avez de l'espoir? Ah oui, on a de l'espoir, bien sûr, sinon on le ferait pas. Je pense que ça, pour se lever à 7h du matin le dimanche, c'est compliqué. Il n'y a rien qui me lie à la famille Le Tan, mais personnellement et moralement, j'ai un lien. Je suis juste une maman, moi. Je suis juste une maman. Et c'est vrai que je suis impliquée parce que dès le départ, j'ai mis en place cette page Facebook et j'ai des valeurs, des principes. Quand on fait quelque chose, on le fait bien. Et j'ai un devoir moral d'aller jusqu'au bout. Et en plus, on est là pour soutenir la famille aussi. Aussi. Oui, on est là pour qu'ils ne sont pas tout seuls. Oui. On est combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bon, on fait 12, moitié-moitié. 13. Ça sert à rien d'aller tous en même temps à un endroit. On fait une partie à... C'est ma cousine, c'est ma famille. Je représente la famille, je suis le porte-parole de la famille, qui bien sûr n'est pas en état, n'est pas capable, face à cette douleur, d'être au devant de la scène. C'est étonnant cette mobilisation-là. Il y a des gens de partout. Elle est très étonnante, d'autant que ces personnes ne connaissaient Sophie. Il n'y avait aucun lien d'amitié, aucun lien. Ce sont des personnes qui se sont mobilisées et qui aujourd'hui, nous sommes très soudés et c'est très beau. Hein. C'est très touchant. Et je peux vous dire que la famille est très touchée par cette mobilisation aujourd'hui. Vous allez continuer jusqu'à quand, Laurent? On ne peut pas dire jusqu'à quand. On se laisse porter par notre motivation. On se laisse porter par cette dynamique qui nous unit depuis le début. On continue nos recherches et puis on verra bien comment ça se passe par la suite. Qu'est-il arrivé à Sophie Le Tan? Que s'est-il passé?
À Strasbourg, elle était inscrite en 2e année de sciences économiques à l'université. Pour financer ses études, elle travaillait comme réceptionniste, la nuit, dans cet hôtel. Le matin du 7 septembre 2018, Sophie quitte son poste vers 7h20. Elle se rend dans la banlieue de Strasbourg, à Schlitigheim, au 1 rue Perle, pour y visiter un appartement. Un studio en location qu'elle a repéré sur un site de petites annonces immobilières. À 9h17, la jeune femme envoie un SMS au loueur dans lequel elle indique qu'elle est arrivée à destination. Personne ne l'a revue depuis. Maître Gérard Welzer, qui assiste les parents de Sophie depuis les premiers jours de sa disparition, a une conviction: l'étudiante n'a pas pu disparaître volontairement. Sophie, c'était une étudiante sérieuse, courageuse, estimée de tous. Sophie était la référente de la famille. Elle s'occupait de sa sœur plus jeune, Sylvie. Sophie aidait les parents qui sont des réfugiés d'origine vietnamienne à s'occuper de toutes les démarches administratives. Sophie était le pilier de la famille, une famille soudée, qui ce 7 septembre doit fêter les 20 ans de la jeune femme. Ses parents vont l'attendre toute la nuit. Le lendemain matin, il signale sa disparition au commissariat. Les enquêteurs commencent par explorer la piste des derniers appels et SMS de Sophie et remontent jusqu'à celui qui occupe le studio. Un homme de 58 ans. Il s'appelle Jean-Marc Reiser. Quelques jours après avoir été saisi, la police judiciaire réussit à montrer que c'est M. Reiser qui a passé l'annonce sur le Bon Coin, malgré l'achat de cartes téléphoniques prépayées, etc. Plein de stratagèmes, beaucoup de stratagèmes de la part de Reiser pour brouiller les pistes. Et la police judiciaire va établir que Sophie avait rendez-vous avec M. Reiser. 10 jours plus tard, la police judiciaire arrête Jean-Marc Reiser pour un premier interrogatoire. Lorsque M. Reiser a été mis en garde à vue, Madame le procureur de la République l'avait indiqué, M. Reiser, on lui montre la photo de Sophie, il dit « je ne la connais pas, je ne l'ai jamais vue ». Lorsque M. Reiser est en garde à vue, on lui parle de l'annonce du Bon Coin, il dit « ce n'est pas moi, ce n'est pas du tout moi ». Il nie tout. Derrière le père et les proches de Sophie, des centaines d'habitants se réunissent et défilent en silence. La famille est anéantie. L'absence de Sophie, son père la supporte grâce à l'incroyable élan de solidarité qui grandit au fil des semaines. Ma famille est très touchée par ces élans de solidarité. En tant que victime, nous apprécions tous les soutiens que les gens nous apportent. Selon moi, les recherches sont vaines. Car, à ce jour, nous n'avons aucune piste. L'espoir de la retrouver vivante est très mince. Voici les photos de Sophie. Ici, elle a 2 ans.
Là, elle est avec son frère. À chaque fois que je regarde ces photos, je me sens mal. C'est comme si on m'avait poignardé en plein ventre. Sophie était une enfant sage, même en grandissant. Elle nous aidait beaucoup dans les tâches ménagères. C'était une élève assidue et une étudiante sérieuse. Du côté de l'enquête, l'étau se resserre autour de Jean-Marc Reiser. Il est même qualifié de suspect principal par la procureure de la République. Qui est-il? Jean-Marc Reiser a grandi à 50 km de Strasbourg avec sa sœur et ses parents sur les hauteurs du village de Meisenthal, dans une maison dans les bois, car son père était garde forestier. Enfant, Dominique était l'un des meilleurs amis de Jean-Marc Reiser. Son grand-père habitait dans le quartier où j'habitais, donc il était plus souvent chez son grand-père, et là on était à 4-5 à jouer ensemble, quoi. On allait se promener dans les forêts, on faisait des cabanes, on allait dans des rochers, on faisait plein de choses, quoi, qu'on ne fait plus aujourd'hui, quoi. Quand on allait se promener, il savait où on allait, où il voulait aller. Enfin, il connaissait les chemins, quoi. Il connaissait la forêt par cœur. Il aimait bien, c'était son truc, la nature, les arbres. Il lui arrive même d'y disparaître plusieurs jours, seul, tellement il s'y sent chez lui. Il parlait pas de lui, en fait. C'est-à-dire, vous n'arriviez pas à le faire parler de son père, de sa mère. Il parlait de personne. En fait, il gardait tout en lui. Hein, moi, j'ai déjà vu qu'il avait l'air triste. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Non, il parlait pas de lui. C'était quelqu'un qui... Voilà, on n'arrivait pas à le situer, en fait. Moi, qui étais son ami, j'aurais pas pu vous dire ce qu'il pense, en fait. Cet enfant secret est devenu un adulte désireux d'apprendre. Après des études de droit et d'administration publique, il est muté en 1995 au Crous de Strasbourg, où il a en charge l'accueil et l'encadrement des étudiants étrangers. Tout au long de sa vie, Reiser a fréquenté le milieu étudiant. Jusqu'à aujourd'hui, où à 58 ans, il a repris ses études à l'université de Strasbourg. Il suit ici des cours d'histoire de l'art et d'archéologie byzantine. Un parcours d'éternel étudiant qui, pour son avocat, est le signe d'une volonté de s'élever socialement. Il a fait des études, ce qui n'est pas le parcours, je dirais, de l'homme à peu près banal et ordinaire, issu du milieu social dont il est issu. Mais c'est un homme qui s'est battu pour essayer de creuser son chemin de vie, notamment professionnel. C'est quelqu'un qui n'est pas un érudit, mais qui a un intérêt marqué pour, je dirais, des matières qui n'intéressent pas tout un chacun. Si son avocat le dépeint ici comme un homme instruit, Jean-Marc Reiser n'est pas inconnu des services de police. Strasbourg, quartier de Haute-Pierre. Dans les années 80, Jean-Marc Reiser vivait dans cette cité. Le 7 septembre 1987, une jeune commerciale se rend dans l'immeuble de Reiser pour faire essayer sa marque d'aspirateur aux habitants. Elle s'appelait Françoise Aumann.
Elle avait alors 23 ans. Personne ne l'a jamais revue depuis. L'avocate de ses parents se rappelle que Jean-Marc Reiser a très vite fait partie des suspects. La dernière personne, le dernier client qui a été sollicité par Françoise Aumann, est bien Jean-Marc Reiser. Et évidemment, ce qui met la puce à l'oreille au service de police, c'est qu'il y a une contradiction entre l'heure de départ indiquée par Jean-Marc Reiser, qui est donc à 18h15 au plus tard, et la présence encore du véhicule de Françoise Aumann sur le parking jusqu'à 19h30. En garde à vue, il confirme qu'il fait partie, donc, comme d'autres habitants, de personnes qui ont été démarchées par Françoise Aumann, qui l'ont rencontré et qui ont eu droit à une démonstration en ce qui concerne l'aspirateur. Mais ça ne fait pas lui un délinquant, un agresseur ou une personne qui aurait fait de mal à une représentante de commerce. Sans aveu ni empreinte, la piste Jean-Marc Reiser est alors abandonnée. L'enquête est au point mort. Les parents de la jeune femme sont démunis. J'ai toujours de l'espoir, mais j'ai peur. Peur de quoi? Peur de ne pas la retrouver, hein. Ou si je la retrouve... Pendant 10 ans, Reiser ne fait plus parler de lui. Jusqu'au soir du 18 juin 1997. Lors d'un banal contrôle douanier, à la frontière franco-suisse, il est sommé d'ouvrir son coffre. À l'intérieur, les douaniers découvrent un inquiétant arsenal. Armes, pieds de biche, produits anesthésiants, menottes, mais aussi des photos de jeunes femmes inconscientes et dont certaines ont subi des violences sexuelles. Il est alors auditionné à Besançon. Il explique qu'il s'agit de simples mises en scène réalisées avec des prostituées, payées et donc consentantes. Même s'il nie avoir abusé de ces femmes, Jean-Marc Reiser devient un potentiel prédateur sexuel aux yeux des enquêteurs. Au point qu'il cherche à établir s'il ne serait pas aussi l'auteur d'autres agressions sur des femmes commises ces dernières années et classées sans suite. Comme à La Ruscade, près de Bordeaux, où Reiser a passé des vacances. Le 22 août 1995. Une touriste allemande de 22 ans est en vacances, seule, dans les Landes. Un soir, elle décide de faire du stop. Un homme la fait monter dans sa voiture. C'est le début d'un cauchemar de plusieurs heures pour la jeune femme. Il va s'arrêter dans une forêt et va la violer une partie de la nuit, sous la menace d'un cutter, et donc qui lui avait passé le cutter sous la gorge, lui demandant évidemment de ne pas parler, de ne pas déposer plainte, de façon à avoir la vie sauve. Elle a réellement pensé qu'elle pouvait mourir si elle ne se soumettait pas à ce qu'il lui demandait. Et la mort, elle l'a vue en face. La jeune Allemande porte plainte, mais les enquêteurs ne parviennent pas à identifier son violeur. 2 ans plus tard, grâce aux photos de femmes trouvées dans le véhicule de Reiser, les policiers remontent sa piste. La jeune femme va pouvoir faire face à son agresseur. Il lui est présenté au milieu d'autres hommes.
Ma cliente va identifier de façon formelle son agresseur en la personne de M. Reiser. Elle va également, évidemment, décrire la voiture, la couleur de la voiture, une partie de la plaque d'immatriculation. Donc tout cela formait un faisceau de preuves qui laissait penser que Jean-Marc Reiser pouvait être l'agresseur de cette autostoppeuse. Une confrontation est alors organisée. Face à cette jeune femme, nous avons un homme qui obéit à un profil extrêmement particulier. Il sollicitait ma cliente en lui demandant « mais regardez-moi, ce n'est pas moi, vous devez vous tromper, vous avez fait une erreur ». Et c'est extrêmement peu fréquent de voir un mis en examen se lever dans le bureau du juge, prendre différentes poses de face, de profil, de trois quarts, s'abaisser et d'avoir cette liberté-là face à un juge. La jeune femme ne se laisse pas intimider pour autant et maintient son accusation. Jean-Marc Reiser sera inculpé pour viol et condamné à 15 ans de réclusion criminelle. Cette condamnation relance l'intérêt des enquêteurs pour l'affaire Françoise Aumann. Jean-Marc Reiser apparaît sous un nouveau jour. Puisqu'il apparaît comme étant un prédateur sexuel, on envisage l'hypothèse que lorsqu'il a rencontré Françoise Aumann le 8 septembre 1987, il l'aurait agressée sexuellement et que quelque chose tourne mal. Les policiers vont donc une nouvelle fois interroger Reiser sur la disparition de la jeune commerciale. Le travail des enquêteurs, des juges d'instruction, va s'orienter vers l'aveu. Expliquez-nous, racontez-nous. Et bien évidemment, Reiser a toujours, systématiquement, devant chaque interlocuteur, dit une seule et même chose. Je ne sais pas où est cette jeune femme. Je n'ai rien fait. Je ne sais pas quoi vous dire. Et bien évidemment, je n'avouerai strictement rien, puisque je n'ai rien à avouer. En dépit de ces dénégations, il est jugé par la Cour d'assises de Strasbourg en 2001 pour l'affaire Françoise Aumann. Puisque nous n'avions pas, à l'époque, d'indices de police scientifique et que nous n'avons pas d'alibi, que nous n'avons même pas de cadavre, et qu'il répond à toutes les questions sans se défausser, un doute se distille dans l'esprit des jurés. Et la règle est que le doute doit profiter à l'accusé. C'est la raison pour laquelle la cour d'assises se retire pour délibérer environ 1 heure, ce qui est très court pour ce type de procès, et revient en indiquant qu'il est non coupable. Jean-Marc Reiser, acquitté définitivement. Pour les parents et la sœur de Françoise Aumann, ce verdict a été vécu comme un coup de grâce. On se dit, c'est pas possible. J'entends encore papa qui criait dans le tribunal avec le doigt levé, il criait « Vous êtes le diable, vous êtes le diable ». Cette fille-là, ça nous arrive. Ça remue tout le... Et bon. Aujourd'hui, des années plus tard, l'espoir a laissé place au chagrin. Un chagrin ravivé par la disparition de Sophie Le Tan. On est rentré de vacances et le matin, j'ai rentré le journal, on ne savait encore rien. Je lis le titre comme ça, montant l'escalier, je vois Reiser. Ça y est. Ça m'a tout de suite, ça m'a... Agressé. Ouais, ça m'a agressé. Je dis, voilà, Reiser, qu'est-ce qu'il a fait? Je dis, mais ça recommence, c'est la même histoire. Pas possible. 2 disparitions à 30 ans d'écart. Aujourd'hui, les techniques d'enquête ont évolué. Désormais, les policiers disposent de moyens scientifiques pour faire parler les scènes de crime. L'appartement de Reiser a été passé au peigne fin. La perquisition opérée dans son appartement a amené, ou en tout cas a mis en évidence, l'existence de traces de sang.
L'ADN de certaines traces prélevées dans cet appartement était effectivement attribué à Sophie Le Tan. Les policiers du SRPJ perquisitionnent chez M. Reiser. Ils s'aperçoivent que tout a été nettoyé, la baignoire, le lavabo. M. Reiser avait démonté des siphons. Et il avait, avec du détergent, fait un nettoyage minutieux. Grâce au Blue Star, le Blue Star est un produit qui permet de faire ressortir des traces de sang qui ont été effacées. Grâce à ce produit, on voit que beaucoup de sang de Sophie figure dans la salle de bain. Monsieur Reiser disait « Sophie Le Tan, je ne la connais pas, elle n'est pas venue chez moi ». Il ne peut plus nier que Sophie est venue chez lui, puisqu'on a retrouvé l'ADN de Sophie dans la baignoire. Alors Jean-Marc Reiser s'adapte et change de version. Il explique désormais aux enquêteurs qu'il a bien rencontré Sophie Le Tan. Jean-Marc Reiser a reconnu que la jeune Sophie Le Tan était montée dans son appartement, qu'elle était blessée à une main, que cette blessure était sanguinolente, qu'il lui a donné les moyens de se soigner sur place et qu'il explique que s'il y a eu présence et découverte de la présence de sang de Sophie Le Tan dans son domicile, c'est que la plaie de Sophie Le Tan doit être à l'origine de la découverte de cet ADN lui appartenant. Évidemment, très dur à accepter ce genre de version. C'est invraisemblable au vu de Sophie, de sa personnalité, de comment elle est. C'est pas possible. Elle aurait averti déjà sa famille si elle était blessée. Elle aurait averti sa sœur avec qui elle est tout le temps en contact et sa maman également. Et je rappelle, ce jour-là, c'était le jour de son anniversaire. Et elle devait retrouver sa famille pour les fêter. Donc, c'est complètement invraisemblable. Qu'elle ait disparu d'elle-même, oui. Tout d'un coup, sans donner de nouvelles. Pour nous, c'est lui, clairement. Jean-Marc Reiser, présumé innocent, est actuellement en détention provisoire à la maison d'arrêt de Strasbourg. Il a été mis en examen pour assassinat, enlèvement et séquestration. L'ADN de Sophie a bien été retrouvé chez lui, mais il nie toute implication dans sa disparition. L'enquête avance difficilement. Aujourd'hui, la mobilisation citoyenne continue, menée par Khadija, qui consacre presque tous ses week-ends aux recherches. Sur le terrain, toujours dans les environs de Strasbourg, elle peut encore compter sur un noyau dur d'une dizaine de personnes, les plus impliquées. À la tête des opérations ce matin, Frédéric, muni d'un détecteur de métaux. Vous cherchez quoi là, Fred? Bon, on a trouvé des gourmettes et tout ça, donc on regarde si on retrouve pas autre chose. Des gourmettes? Ouais. Des bijoux, plutôt des bijoux. En fait, on a trouvé une gourmette en argent où il y avait marqué dessus Jean-Marc. Et on a trouvé que c'était quand même beaucoup de coïncidences. On avait déposé tout ça à la police. Et après, je suis pas sûre qu'ils soient venus ici faire des fouilles, tout ça. Donc on s'est dit qu'on allait quand même explorer le truc avec un détecteur de métaux, voir si on n'est pas passé à côté de quelque chose ou pas. Les membres du collectif ne prétendent pas se substituer à la police. Mais ils ont à cœur de fouiller tous les lieux où Reiser aurait pu passer. On a exploré l'endroit où il a vécu, sa naissance. Enfin, on essaye un peu de retracer, de marcher. Je dis pas qu'on marche derrière ses pas, mais on essaye de trouver de la logique. Après les étangs et les forêts, ils explorent désormais les souterrains.
Comme ici, dans un tunnel situé sous la voie ferrée. Ou là, dans le puits d'un blocos. Il ne trouve rien. T'as des petites trappes là, mais ça va pas. Cul-de-sac. Et d'ailleurs, à ce jour, aucune de leurs investigations n'a mené à une piste probante. Mais ce qui compte autant pour eux, c'est continuer d'agir pour marquer leur solidarité. Mais du coup, ici, qui connaissait Sophie? Dans notre groupe, personne. Vous, comment vous avez appris sa disparition? Il y a eu une recherche dans mon village et depuis, je fais tous les week-ends, je fais avec le groupe. Ouais, ça aurait pu arriver à ma fille, hein, c'est ça. Donc, voilà. Sophie, c'est Christelle. Sophie, c'est toutes ces femmes en fait victimes de crimes qui disparaissent comme ça et qui on n'a pas de nouvelles d'elles. C'est ce qu'on disait à l'instant. C'est vrai qu'il y a cette espèce d'impunité et puis quelque part d'épée de Damoclès qui pèse un peu sur toutes les jeunes filles. Voilà, c'est pas normal que parce qu'on est une jeune fille, on est vulnérable. C'est pas normal qu'on soit une cible pour des prédateurs quand on est jeune ou pas jeune, quoi. Le fait qu'elle soit une cible potentielle et une victime potentielle, ça c'est quelque chose d'inacceptable. Dans l'appartement familial, le temps s'est comme arrêté. La mère de Sophie est à bout de force et son père attend toujours de connaître la vérité. Je suis toujours bouleversé. C'est impossible pour moi de surmonter tout ça. Chaque fois que j'y pense, la douleur est insupportable. Sophie manque à toute la famille. Nous espérons la retrouver vivante. Ou qu'on puisse au moins retrouver son corps, afin de pouvoir enterrer Sophie. Qu'est-il arrivé à Sophie le 7 septembre 2018 ? Où est-elle depuis ? Deux questions lancinantes et un cauchemar insoutenable pour ses proches.